Vous souhaiteriez qu'on démarre, professeur Strelli? Je pense que oui. D'accord. Mesdames, Messieurs, très chers confrères, tous les membres du bureau de la Société marocaine d'ORL se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue. Nous remercions nos amis conférenciers étrangers, professeur Marc Labrousse de Reims et docteur Elieter du Liban, pour avoir si gentiment accepté de participer à cette session scientifique. Nous remercions également toute l'équipe Cochlear pour nous avoir aidés à organiser cette manifestation qui se veut être très intéressante puisqu'on va parler d'un sujet d'actualité qui est l'implantation cochléaire de l'adulte. Sans plus tarder, je vais céder la parole au modérateur, professeur Mahtab, pour pouvoir démarrer cette session scientifique. Je vous souhaite toutes et tous une très bonne écoute et à tout à l'heure pour la session questions-réponses. À toi la parole, professeur Mahtab. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, chers amis, les techniques actuellement disponibles, de l'audioprothèse conventionnelle à l'implant auditif du tronc cérébral, permettent de proposer une réhabilitation auditive, quelle que soit la cause et la sévérité de l'atteinte auditive. Les indications de l'implantation cochléaire chez l'adulte ont été élargies grâce au progrès technologique. Donc, nous avons pensé à ce webinaire pour essayer de répondre et de faire une mise au point sur les critères de choix et les indications de l'implantation cochléaire chez l'adulte. Donc, pour répondre et pour faire cette mise au point, nous avons avec nous d'éminents orateurs. Nous avons premièrement avec nous le professeur Marc Labrousse, qui fait beaucoup de choses. Lorsque j'ai vu ses titres et travaux, il fait de très belles choses. C'est le chef de service d'ORL et de chirurgie cervico-faciale de l'hôpital Robert Debré de Reims. Il est le vice-doyen à la faculté de médecine de Reims. Il est le directeur des laboratoires d'anatomie. Il a plusieurs publications de haute qualité sur le sujet, sur l'implantation et les indications de l'implantation cochléaire. Et puis, il va traiter donc les indications de l'implantation cochléaire chez l'adulte, les critères de choix, les facteurs pronostiques et les spécificités chirurgicales de l'implantation cochléaire de l'adulte. Et nous avons, en deuxième partie, nous avons avec nous Dr Ilyas Iter, qui est chef de service d'ORL à l'hôpital Saint-Joseph à Beyrouth, qui est otologiste et otoneurochirurgien à l'hôpital Hôtel-Dieu en France. Et il est directeur des laboratoires de l'oreille à la faculté de médecine de l'université Saint-Joseph. Et il est conférencier international en otoneurochirurgie et il a plusieurs publications dans le domaine de l'implantation cochléaire de l'adulte. Il va nous parler des complications, le suivi et l'évaluation post-opératoire. Et à la fin, nous allons donner la parole à Madame Mariam Alaoui, représentante de Cochléaire Maroc, et qui va nous parler des avancées techniques en implantation cochléaire de l'adulte. Nous allons ouvrir une session questions-réponses après la fin, c'est-à-dire on va la rassembler à la fin, on va faire passer les trois orateurs
Et puis, à la fin, nous allons ouvrir cette séance questions-réponses. Donc, sans trop tarder, je vais donner la parole premièrement au professeur Marc Labrousse pour nous parler des indications et techniques chirurgicales de l'implantation cochléaire chez l'adulte. À vous la parole, professeur Marc Labrousse. Merci beaucoup, Monsieur Mata. Alors, hop, hop. Est-ce que vous voyez ma présentation? Je pense. Oui. Vous m'entendez, vous, et vous voyez Oui, mon... oui, on voit très bien la présentation. Oui. Bon, j'ai envie de dire, chers amis, hein, moi, vous me faites vraiment un très grand honneur de m'avoir proposé de participer à ce webinaire. Alors, vous savez, la vie, ce n'est que des rencontres, je pense. Et moi, j'ai rencontré le professeur Essa Kali peu de temps avant le confinement. C'était une thèse d'université à Nancy, puis on avait bien sympathisé. Donc, vous voyez, je pense si cette rencontre très fortuite n'avait pas eu lieu, ben, je pense que je ne serais pas devant vous. Donc, je tiens vraiment sincèrement à la remercier. Je remercie aussi donc le professeur Mohamed Matar, donc qui fait partie du board de la Société marocaine d'ORL. Je salue très confraternellement mon collègue, le docteur Elie Ether. Probablement, j'aurais préféré le faire, j'aurais nettement souhaité le faire en présentiel, mais vous savez donc, ce n'est pas à l'ordre du jour. Et tous ces webinaires, comme toutes les journées qui sont organisées, il ne faut jamais oublier, on a besoin des laboratoires, de médicaments, de matériel. En France, ça devient de plus en plus difficile. On pense qu'on est tous achetés, que les médecins sont corrompus. C'est vraiment très grave parce que nos internes ne peuvent plus être aidés et on ne peut plus organiser de telles sessions facilement. Donc, je remercie vraiment Cochléar de permettre ainsi de valoriser, de faire connaître l'implant, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que c'est avant tout pour nos patients. Alors, vous m'avez demandé de traiter les indications de l'implant cochléaire et certaines spécificités chirurgicales. Je n'ai pas la prétention de vous faire l'exhaustivité de la chirurgie, loin de là, mais je pense que j'ai essayé de faire le focus sur certains points. Alors, vous le savez, la surdité, bon, vous savez que c'est courant, on le sait tous, mais peut-être qu'on ne connaît pas très bien tous les chiffres. On pense que, alors ça varie en fonction des études, mais vous voyez, il y a presque 500 millions de personnes de par le monde, on est entre 6 et 7 milliards, qui ont un problème de surdité. Et bien sûr, après 65 ans, c'est 1 sur 3. Le marché est encore peu développé et en plus, en fonction des pays, il faut vraiment profiter de ces journées et c'est aussi le rôle des ORL et des médecins traitants pour sensibiliser et amener les patients à une meilleure prise en charge. Vous voyez aussi d'autres chiffres, on pense qu'un enfant sur 200 est atteint d'un certain degré de surdité, 1 sur 5 ados et 1 sur 5 adultes aussi, et un tiers de nos aînés, que l'on sera probablement bientôt tous. Alors, la réhabilitation auditive, eh bien sûr, ça dépend de l'étiologie de la surdité, de sa profondeur. Si elle est une surdité de transmission de perception, on est tous d'accord. Globalement, comme l'a dit M. Mata, les surdités légères à sévères peuvent relever des appareils auditifs et les sévères à profondes. C'est là où il faut discuter l'implant cochléaire. Il n'y a rien de systématique. C'est toute l'importance du travail des groupes d'implantation cochléaire. Pour que l'implant marche, il faut bien poser l'indication. Comme toute chirurgie, si vous avez de mauvaises indications, vous aurez de mauvais résultats. Et l'implant, il ne faut pas faire n'importe quoi parce qu'il suffit d'un patient qui ait une mauvaise indication, mauvais résultat, et donc il va faire du bruit alors que 99 sont très heureux et n'en parleront pas. Alors, n'oublions pas que l'implant cochléaire, c'est avant tout, c'est vrai, une invention française, un médecin, Charles Herrier, et un physiologiste, André Djourno. Dès 1957, ils ont eu l'idée de stimuler le nerf cochléaire. Et il y a eu des pionniers, Chouard, première implantation aussi, professeur Chouard à Paris. Et 1978, c'est en Australie,
c'est surtout la commercialisation, l'industrialisation de l'implant par le fondateur de Cochlear, Graham Clark. En France, 1100 implants à l'année et on estime à peu près 300 000 le nombre de patients implantés dans le monde au total. Très vite, le fonctionnement de l'implant, il faut le placer dans la robe tympanique et il stimule directement les terminaisons du nerf auditif. Il court-circuite les cellules ciliées. Les cellules ciliées sont des cellules sensorielles. Les indications biologiques, eh bien, c'est donc les sévères à profondes, c'est tout ce qui est en jaune. Sachez qu'il existe des implants hybrides qui permettent, en cas de respect des fréquences graves, de stimuler de façon classique les graves. Et ensuite, pour les fréquences plus aiguës, c'est l'implant en lui-même, c'est par le porte-électrode. Voilà. Donc, c'est des implants avec un contour d'oreille, enfin, un micro donc, dans le conduit et bien sûr le système classique de l'implant cochléaire. Alors, comment mettons, y a-t-il des recommandations pour l'implant? Eh bien, ça dépend des pays. Ils ont globalement les mêmes, mais quand même, il y a des petites différences. Entre la France et l'Allemagne, il y a des indications. Les Allemands posent plus d'implants parce qu'ils ont des indications plus étendues que les nôtres. Aux USA, c'est la FDA. Vous avez la TGA en Australie, SFDA en Chine. Vous voyez, TÜV, c'est en Allemagne. Et Nice, c'est au Japon, c'est en Angleterre. Alors, Nice, ça ressemble un peu au français, mais ce n'est pas tout à fait. C'est 80 dB, vous voyez, de façon bilatérale. Pauvre performance des appareils auditifs, pas d'âge limite, on y reviendra. Et il favorise avant tout la bilatéralisation pour les enfants. Et chez l'adulte, c'est en vocal, moins de 50% à 70 décibels. Vocal avec bien sûr appareil. Qu'en est-il en France? Alors, en France, c'est presque comme les Anglais, simplement c'est à 60 décibels, en champ libre, sans lecture labiale, avec un appareillage de 2, 3, voire 4 ans d'âge. En fait, il faudrait au moins un appareillage le plus récent possible. Et donc, si l'intelligibilité est inférieure à 50% vocale, on peut discuter l'implantation cochléaire. Il n'y a pas de limite supérieure d'âge, c'est tout l'intérêt d'une évaluation neurogériatrique, on y reviendra. Et lors des surdités fluctuantes évolutives, comme certaines maladies de Ménière, eh bien, l'indication sera posée dans la gêne de la vie quotidienne, notamment le nombre d'épisodes, par exemple, de baisse d'audition. Pas d'implantation a priori chez l'adulte qui a une surdité prélinguale. Voilà un exemple très classique de surdité, de test donc, de vocal avec appareil, sans lecture labiale. Vous voyez, à 60 décibels, l'intelligibilité n'est que de 20%. Les contre-indications de l'implant cochléaire, eh bien, vous avez compris que comme il stimule le nerf, s'il n'y a pas de nerf, eh bien, ce n'est pas la peine de mettre un implant cochléaire. Les malformations cochléaires majeures, les ossifications totales, vous ne pouvez plus mettre le porte-électrode. Les atteintes neurologiques importantes, et on peut mettre les contre-indications à ce niveau psychologique. Tout ce qui est problèmes locaux, ça se traite, les infections d'oreille moyenne, les grosses perforations tympaniques, tout ça, ça mérite d'avoir une prise en charge otologique standard. Et quand il y a un état d'état, un état médical très important, et que c'est la balance bénéfice-risque qu'il faudra bien mesurer. Voilà un exemple d'agénésie du nerf cochléaire. Vous voyez d'un côté le conduit avec le paquet acoustico-facial, et là finalement il y a un conduit qui est très fin. Et sachez bien regarder vos scanners, même s'ils ne viennent pas. Vous voyez le conduit auditif externe, le conduit auditif interne, bien sûr, le méa auditif interne est de petite taille. Dans l'embryogénèse, le mou modèle le dur, c'est-à-dire que l'os prend la forme de ses constituants. Et là, vous voyez surtout le signe qui fait évoquer
qui fait poser le diagnostic d'agénésie du nerf cochléaire, c'est le fait que le modiolus à la base soit ossifié. Voilà, sachez bien regarder vos scanners. Bien sûr, là aussi, on avait mis un implant, le résultat aurait été mauvais, très mauvais. L'implant cochléaire peut être posé de façon bilatérale, soit en un temps, soit de façon séquentielle, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte. Pourquoi une simulation bilatérale? Parce qu'on sait que maintenant, elle a un meilleur effet sur le développement des structures auditives centrales, notamment chez l'enfant. Et dans tous les cas, cela permet une meilleure localisation des sons, c'est logique, c'est évident, vous n'avez pas le cône d'ombre de la tête, et une meilleure compréhension aussi de la parole dans le bruit. Par contre, en cas d'éventuel progrès dans la régénération neurosensorielle, eh bien, avoir mis un implant, c'est vrai que ça obère toute possibilité d'utiliser ces thérapeutiques ultérieurement. Très important, c'est l'étude de la fonction vestibulaire quand l'on pose une indication soit d'implant bilatéral, soit de bilatéralisation, car si le premier côté est aryflexique, il y a un risque, même minime, il y a toujours un risque qu'il y ait une aryflexie bilatérale, donc bien discuter avec les patients. Autre indication, bien sûr, les méningites bactériennes, les fractures de rocher bilatérales à cause de l'ossification que cela peut entraîner. Quand est-ce que l'on pose l'indication? C'est entre autres quand le bénéfice audioprothétique du côté opposé, souvent, nous, classiquement, on implante l'oreille la plus atteinte. Les patients gardent leur appareil auditif de l'autre côté, mais souvent, cet appareil est peu efficace. Et donc, très vite, la majorité des patients demandent à 1 an la bilatéralisation. J'insiste vraiment sur l'examen vestibulaire, avec la VNG, le VHIT. Et il serait bon de développer aussi des tests standardisés dans le bruit pour bien affiner la sélection des patients. Les troubles cognitifs, il existe une relation entre surdité et troubles cognitifs légers, voire démence. Oui, il en existe une, et c'est bien prouvé dans plusieurs études. Préserver l'audition entraînerait 10% de risque de moins de survenue d'une démence. Tout ça, c'est prouvé. Il y a une autre étude qui a montré que les patients sourds appareillés avaient un pronostic cognitif meilleur que les patients non appareillés, et ce pronostic est voisin des normaux entendants. Des études prospectives, 94 patients de plus de 65 ans implantés, 50% avaient avant des troubles cognitifs très légers qui permettent une insertion, ils ne sont pas institutionnalisés, ils permettent une insertion sociale sans problème. Et après implantation, eh bien, seuls 6% évoluaient vers une démence, alors que normalement, on évalue ça à 50%. Et donc, on se demande si ces patients qui présentent une surdité profonde n'auraient pas une forme de déclin cognitif qui serait potentiellement réversible par la prise en charge de leur surdité. C'est un plaidoyer pour aller chercher ces patients qui souvent sont isolés et s'occuper d'eux et ainsi leur proposer la meilleure prise en charge possible. C'est pour ça qu'il n'y a pas de limite d'âge supérieur à l'implantation chez l'adulte, sous réserve bien sûr d'un bilan neuropsychologique. Je n'ai pas dit que les démos avérées institutionnalisées, il fallait bien sûr les implanter. Donc, pas de contre-indication à l'implantation en cas de troubles cognitifs. Le patient aussi, bien sûr, devra pouvoir s'occuper de son implant, notamment pour le vide, mais en général, ce sont des patients qui le peuvent. Alors, autre aussi indication qui est nouvelle en France, qui est apparue en début d'année, que nous n'avions pas en France normalement, mais qui existait dans d'autres pays, c'est la surdité unilatérale avec l'acouphène. En France, une surdité unilatérale avec ou sans acouphène, jusqu'à maintenant, normalement, si la vocale ne répondait pas aux critères, vous ne pouviez pas l'implanter. Donc, des études ont bien montré l'intérêt de cette indication, acouphène invalidant, et ça, on les évalue par un questionnaire, notamment c'est le THI, passé 50, au-delà de 50, vous pouvez proposer un implant si le côté avec l'acouphène s'accompagne d'une surdité sévère à profonde.
mais aussi une autre échelle, le VA, qui peut être utilisée. Alors très vite, 2 études pour montrer que il y a intérêt, là encore, à faire du bruit, à faire des enseignements, à aller chercher ces patients, car énormément de patients, je pense, relèvent de l'implant, mais c'est mal connu, pas connu des médecins traitants, et même chez les ORL, c'est pas clair. 17 études, 247 patients dans cette indication, 15% ont vu disparaître leur acouphène et 3/4 une disparition partielle, une amélioration, et seulement 3, et en gros, seulement 10 l'ont gardé, et où il est devenu plus important. Autre étude, tout ça 2019-2020, vous voyez, c'est des revues d'études, donc 13 études, 153, et là c'est un peu meilleur, 35% des patients disparition totale, 55 amélioration, et là encore on retrouve 10% pour lequel ça n'a pas très bien marché. Alors très vite, le bilan pré-implantation à Reims, on fait, je pense, comme tout le monde. Bien sûr, l'ORL, l'ortho, l'audioprothésiste, la psychologue, la neurogériatre passé 75 ans, le bilan morphologique TDM-IRM, VNG et la vaccination type pneumococci qu'on n'oublie jamais. J'aime bien la photo de la route. L'implant, c'est pas toujours quand même un long fleuve tranquille. Il y a des virages et parfois des sorties de route. Il faut le savoir. On parle bien sûr des cas, ça se passe très bien, mais il faut vraiment être à l'écoute des patients pour ne pas avoir une sortie de route. Tout ça, c'est une évaluation pluridisciplinaire. Je ne pose pas l'indication d'un implant sans mon bilan précédent, notamment orthophoniste, psychologique, audioprothétique. On travaille tous ensemble. Discussion cas par cas lors d'un staff, et je respecte les recommandations de l'HAS, puisque quand même nous sommes pas surveillés, mais nous devons quand même ne pas faire n'importe quoi. Voilà. Alors, les résultats, très vite, ça va de quelques pourcents à 100%. Mon collègue, le docteur Ether, vous en parlera, donc je vais passer très vite sur ces résultats. Je vais simplement vous montrer un cas pour vous dire que il faut les chercher, ces patients. Voilà, il a 76 ans, c'est un ancien chauffeur routier, il était venu me voir il y a 5 ans, il avait une labyrinthite gauche peu de temps auparavant. Non, d'abord, il a vu, un antécédent à droite de chirurgie avec un collet, paralysie faciale post-opératoire, cophose, et à gauche, il avait une labyrinthite avec une quasi-cophose et subtotale. Voilà ce qu'il avait, cet ancien chauffeur routier, comme audiogramme. Il ne communiquait que par lecture labiale. Et à l'IRM, vous voyez, eh bien, la cochlée était, il y avait un peu de signal, mais moins, la cochlée à gauche, mais moins qu'à droite. Le scanner confirmait l'ossification, pas totale, mais bon, c'était une contre-indication. Et à droite, en fait, qu'est-ce qu'il avait? Une rétraction globale, comme l'équivalent d'une otite fibroadhésive, les osselets, le promontoire roulé. Eh bien, on aurait pu penser qu'on ne pouvait rien faire. Non, vous pouvez tout à fait faire une exclusion d'oreille et mettre un implant, donc du côté droit, dans le même temps. Regardez les résultats, ça lui a changé la vie. Sans lecture labiale, il est à 76% de reconnaissance de liste phonétique, l'implant en route. Et vous voyez que la lecture labiale, il a 94%. On a tous des exemples comme ça, parce qu'on nous a confié ces patients délicats. Vraiment, là, je sais que je parle à de nombreux ORL. Même si vous dites peut-être ça ne marchera pas, il faut le confier au centre d'implantation cochléaire qui, je pense, on fait tout ça, on fait au mieux. Alors, un film maintenant, on va parler de la technique chirurgicale. Alors, c'est un film résumé. Moi, je dis aux patients, c'est une chirurgie otologique, j'ai envie de dire standard, un peu d'expert, mais poussée quand même. Et on a le droit de faire quelque chose que normalement, c'est strictement interdit, faire fraiser l'oreille interne. Donc, ça les rassure un peu. Bon, après, vous savez, la communication, il faut au mieux rassurer les patients. Alors, tous les temps, comme l'autospongiose,
tous les temps d'une implantation, eh bien, il ne faut pas les rater et il faut les faire en totalité. Parce que quand vous faites mal, par exemple, la mastoïdectomie, ben vous pouvez avoir de grandes difficultés pour réaliser la tympanotomie postérieure. Je pense qu'il y a beaucoup d'autologistes. Je ne vous expliquerai rien sur ça. Donc, mastoïdectomie la plus large possible, ça tombe bien. Les implants, c'est souvent des oreilles saines, donc des mastos, pas toutes, mais des mastos bien aérés. L'interne s'entraîne, il fait la masto et comme ça, il progresse aussi. On repère de façon, je ne vous apprends rien, le canal semi-circulaire latéral, on a vu la courte apophyse de l'enclume et on réalise la tympanotomie postérieure. J'ai toujours le NIM. C'est vrai, j'ai tendance à faire des petites tympanotomies postérieures parce que je mets beaucoup du NIM. Il faut que je regarde bien mon scanner et ce qui permet d'aborder la région de la fenêtre ronde. Ça, c'est une fraise de 2 mm. Donc, la tympanotomie, elle fait 2 sur 4 à 6 mm. Cela suffit souvent pour avoir un jour efficace. Après, chacun fait, j'ai envie de dire, bien sûr, comme il veut. On a chacun nos procédures. On a confiance en certaines choses. Voilà, tout ça, ça se respecte. Voilà la niche de la fenêtre ronde. Et là, en fait, je fraise, et je vais y revenir de la deuxième partie, là, de cette deuxième partie. Je fraise le relief de la niche de la fenêtre ronde. Et en fait, déjà, la membrane est presque ouverte. Et donc, voilà, la membrane est ouverte. Je termine de l'ouvrir avec une pointe. Et ainsi, on va pouvoir mettre en place. Alors, ça, il s'agissait d'un implant avec une âme métallique que vous enlevez. C'était un CI 512, donc ils sont un peu rigides, mais c'est des périmodiolaires. Quand vous enlevez le membrane, le membrane très fin, eh bien l'implant vient se recourber autour du modulus pour être plus au contact du modulus, justement, pour coller au modulus. Et là, je termine, il faut un peu plus l'enfoncer parce qu'elle sort un petit peu. Voilà. En fait, j'ai mis beaucoup de CI 512 et maintenant, j'ai tendance à mettre des CI 622. C'est une électrode qui est, je trouve, juste, qui est souple comme il faut. Je l'ai très bien en main. Je pense que c'est important. Le chirurgien doit avoir bien en main ses porte-électrodes. Et c'est vrai que je fais une majorité d'implantation maintenant avec cette fine droite qui est rigide à point, comme on pourrait dire. Alors, mettre l'implant, bien mettre un implant cochléaire, bien mettre un porte-électrode, c'est avant tout bien connaître l'anatomie de la région de la fenêtre ronde. La fenêtre ronde, vous savez, elle est dans le rétrotympanum. C'est ce centimètre cube qui est primordial en otologie, que les internes ont parfois, qui ont beaucoup de mal au début à bien saisir. Et comme je leur dis, on se perd dans un centimètre cube. Je fais le cours de l'oreille, on se perd dans un centimètre cube. Il y a des crêtes, vous les avez apprises, vous les voyez peut-être pas toujours très bien. Le ponticulus, de la pyramide au promontoire, le subiculum, de l'éminence styloïdienne au promontoire et même juste à l'extrémité de la niche de la fenêtre ronde. Cette région de la fenêtre ronde, Proctor, tout a été décrit en fait. Tout a été décrit depuis longtemps par nos maîtres en anatomie, en ORL. Le fustis, une partie, c'est un relief très important, blanc, nacré, qui s'enfonce dans le promontoire. On va voir son importance peu de temps après. On trouve ce qu'on appelle l'area concamerata, eh bien c'est une nerf plus ou moins perforée de part et d'autre du fustis, et le canal subcochléaire, ce sont des cellules qui peuvent se développer de façon assez importante, juste sous le promontoire. Voilà une région donc de la fenêtre ronde que j'avais et dont j'ai fraisé le sourcil. Alors vous trouvez là la branche descendante de l'enclume, le muscle étrier, la superstructure, la branche postérieure, le
le ponticulus, le subiculum et cette région de la fenêtre ovale, cette niche, elle va avoir un pilier postérieur qui sera horizontal parce que là on est en position opératoire et un pilier antérieur vertical. Et les deux forment en fait un relief plus ou moins marqué qui va cacher la véritable membrane de la fenêtre ronde qui est en fait, vous voyez, au bout de ma flèche. Voilà le fustis ici qui pénètre dans cette niche de la fenêtre ronde. Alors, voilà une endoscopie de cette région. C'est une oreille qui est gauche. Voilà le pilier postérieur, horizontal, le pilier antérieur, le muscle du stapes. Voilà le fustis qui pénètre. Et vous voyez que même à l'endoscopie, on ne voit pas la fenêtre. Et en tympanotomie postérieure, on arrive comme dans le sens de ma flèche. Peut-être qu'on pourrait un peu mieux la voir. Voilà les reliefs donc marqués. Alors, cette niche est très variable. Vous voyez, il y a des articles, tout ça c'est dans la littérature, c'est important, il faut y revenir, hein, beaucoup de gens ont travaillé. Voilà une fenêtre, voilà une niche très étroite. Hop, pardon, hop, non, excusez-moi. Hop, voilà une niche très étroite. Ici, un tegmen avec une encoche, enfin un relief qui descend, un septum antérieur qui bloque l'accès à la véritable membrane de la fenêtre ronde. Il peut y avoir une fausse membrane fibreuse qu'on peut prendre pour la vraie membrane ou une membrane ossifiée. Elle peut être très large, ça c'est les meilleurs cas. Une exostose, toujours gênant le contact. Une procidose du dôme de la jugulaire. Et ça, c'est presque une contre-indication à aller fraiser, je pense. Et ainsi, alors moi j'en ai jamais eu en pérope, mais j'en ai eu une fois en disséquant au laboratoire. Voilà le dôme de la jugulaire qui remonte et qui vient se caler contre la niche de la fenêtre ronde. Vous voyez le dôme, c'est impressionnant. Vous imaginez bien que, vous imaginez bien que le dôme remontant, je pense que c'est très compliqué, voire une contre-indication à une implantation. Alors, le tegmen, il varie. Et ce que l'on peut retirer d'une étude d'une équipe italienne qui travaille beaucoup dans l'endoscopie de l'oreille moyenne, c'est qu'à peu près 75%, dans 75% des cas, le tegmen obstrue la vision directe, voire endoscopique. Si même en endoscopie, on ne la voit pas, en direct, on ne verra pas directement la membrane, la véritable membrane de la fenêtre. Le fustis, pourquoi il est important? Il y a toujours la même équipe, j'aime beaucoup leurs travaux, on aurait aimé les faire. Ce fustis, en fait, si on est perdu, c'est un repère très fiable pour vous amener à la rampe tympanique. En effet, dans 3/4 des cas, l'axe du fustis mène à la rampe tympanique. Vous voyez, si on fraise le relief osseux de la niche, la rampe tympanique est ici. Et là, c'est une dissection aussi que j'avais fait. C'est un type, il appelle A, c'est 3/4 des cas. Le type B, eh bien, l'axe du fustis mène au plancher de la rampe tympanique. Mais dans tous les cas, vous savez que la rampe, elle est au-dessus. Donc, soit elle est dans l'axe du fustis, soit elle est. Donc, on est perdu, on n'y arrive plus, on repère le fustis qui peut-être a passé par le conduit, où là, on le verra beaucoup mieux qu'en tympanotomie postérieure. Le canal subcochléaire, eh bien, il peut exister chez des patients de véritables travées cellulaires qui vont jusqu'à l'apex pétreux et ils peuvent être pris, malheureusement, pour la région de la fenêtre, voire la rampe. Et il est décrit des cas où, malheureusement, l'implant a été mis en sous-cochléaire parce que la tympano est un peu étroite, on est trop oblique vers le bas, on voit l'orifice, c'est le canal, c'est la rampe tympanique, et ainsi on se perd. Il existe des canaux subcochléaires qui ne font qu'une partie donc, de la cochlée, qui passe en dessous, et il existe heureusement des patients chez lesquels il n'y en a pas. Le nerf de Jacobson peut-il être un repère pour repérer pour la fenêtre ronde? Oui. Le Jacobson est ici sur cette vue endoscopique. Dans ce travail de 2009, en gros, en moyenne 3 mm vers le haut,
vous avez la niche et la fenêtre ronde. Voilà. Ça peut être éventuellement utile de connaître ce rapport. Sachez enfin que la fenêtre ronde, il peut y avoir une agénésie, c'est souvent génétique, c'est quand même excessivement rare. Voilà un exemple de dissection au laboratoire, hein, une oreille droite, le subiculum assez important et le fustis qui pénètre. Il y a une grande variation dans ces régions. Alors, nous avons la membrane. Parlons maintenant de la région du hook. Vous trouvez ça dans les journaux anglo-saxons. Le hook, c'est le crochet. C'est le crochet. Et pourquoi? Parce que cela va conditionner l'insertion du porte-électrode. Alors, voilà un très beau travail, très récent de 2020. C'est l'anatomie de la région, une équipe américaine. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la véritable membrane, elle est un peu plus ou moins tangentielle à ventrax. Elle n'est pas face à. Voilà sur cette vue donc d'une oreille droite, vue opératoire. Donc l'avant est là, le haut est ici. Eh bien, le fameux relief dont je vous ai parlé, de la niche de la fenêtre ronde, a été fraisé. Et donc vous avez la membrane qui apparaît. Et là, le début de la robe tympanique. Normalement, vous devez vous dire, ça doit être pas bien compliqué de passer par là et de mettre l'implant. Ô combien d'erreurs, ô combien c'est faux. Alors, cette équipe a défini une portion verticale et horizontale, aussi bien pour la fenêtre, pour la membrane plutôt de la fenêtre ronde, que pour la lame spirale. Donc, vous avez deux parties horizontales et verticales. Verticale pour la fenêtre, verticale pour la lame spirale. Et c'est vrai, et ça paraît après évident quand vous lisez l'article, mais ils ont tout bien résumé. Quand les portions verticales sont de petite taille, eh bien, la fenêtre se rapproche de la partie toute initiale de la lame spirale qui est assez fragile. Cette partie-là, que vous voyez avec ma flèche. En gris, c'est le modiolus. C'est aussi fragile, c'est pas mieux de mettre l'implant ici. À côté, il existe un autre facteur, c'est la crista fenestra. C'est la crête antérieure et inférieure qui bloque l'orifice de la membrane ronde. Et cette crista fenestra, plus elle est importante, plus la portion verticale de la membrane sera faible, et plus en fait l'espace sera réduit. Quand la crista est développée, il faut concevoir que l'implant devra faire, lui, pour le coup, une inflexion. Si le porte-électrode est trop rigide, vous irez dans le modiolus, voire dans le vestibule en perforant la partie toute initiale de la lame spirale. Et il faudra qu'elle soit suffisamment souple pour épouser le relief du hook et ensuite pénétrer à plein canal dans la rampe tympanique. Si elle est beaucoup trop souple, on peut même imaginer qu'elle fasse un fold-over, qu'elle se retourne, qu'elle s'en mêle, qu'elle ne dépasse pas le début de la robe tympanique. Donc vous voyez, c'est de l'anatomie très fine, mais je pense que quand vous faites une implantation, il faut l'avoir en tête. Alors, voilà cette région du hook qui est largement ouverte. C'est une oreille droite, la partie de la robe tympanique toute initiale, la fenêtre, le bas de la fenêtre ronde, round window qui a été ouverte, le fustis, vous voyez, qui mène à la robe tympanique, ça vous l'avez tous compris. Et là, la lame spirale qui a été fraisée, qu'est-ce qu'on trouve? Le vestibule. Et si votre porte-électrode vient trop rigide, vient perforer cette partie parce que la crista est trop haute, eh bien, vous allez dans le vestibule et vous entrez en plein canal, juste au-dessus, dans le canal semi-circulaire supérieur. Voilà. Donc, vous avez aussi ce schéma, en fait, c'était juste avant, je pense, le fraisage. Vous perforez la lame spirale là et vous perdez. Donc, tout cela va conditionner la mise en place du porte-électrode. Comment? La lame spirale, la rampe tympanique, elle est orientée en avant, elle est orientée en avant et vers le bas, et légèrement dedans. Donc, vous comprenez que pour bien cathétériser, si je puis dire, cette robe tympanique,
il faut fraiser la crête osseuse. C'est un des moyens. Et là, vous avez la membrane qui est réflective, qui est réclinée. La crista fenestra, qui est à sa place normale, mais là, comme vous avez fait de la place vers le haut, eh bien, vous pouvez mettre le porte-électrode. Alors, vous avez deux grands principes pour aborder la rampe tympanique. Un, c'est la cochléostomie. On ne s'intéresse pas à la niche. Classiquement, on dit on repère la tête du stapès. Une tête, deux têtes, c'est là où on fait à la fraise 1 mm, on performe. Mais alors, globalement, ça marche, mais parfois, vous ouvrez, vous faites une effraction de la rampe vestibulaire, même l'implant va dans la rampe vestibulaire. Classiquement, on dit que les résultats sont moins bons. Et on peut aussi louper la rampe, enfin, on peut manquer la rampe tympanique, donc, donc par ce biais-là. Et donc le danger, donc c'est la rampe vestibulaire et surtout la plaie de la membrane basilaire. En fait, vous vous perdez. Donc, où doit-on faire une cochléostomie? Vous avez compris que voilà la niche de la rampe tympanique. Dans la cochléostomie, vous ne vous en occupez pas, vous ne fraisez pas. Si vous le faites vers le haut, vous irez dans le vestibule et le canal semi-circulaire supérieur, vous voyez tout droit là. Vers l'avant, vous vous perdrez dans la membrane basilaire, c'est le schéma précédent, et dans la rampe vestibulaire. Vers le bas, eh bien, vous perdrez ailleurs, peut-être même dans le canal subcochléaire. En fait, il faut le faire, vous voyez, je dirais à 5 heures, 4-5 heures. Et c'est là où vous cathétériserez au mieux la rampe tympanique. Voilà. Par la fenêtre ronde, eh bien, vous squelettisez ce relief osseux qui est constitué par une partie du pilier antérieur et du pilier postérieur jusqu'à bien voir la membrane, la récliner et vous avez anticipé. Le fait d'avoir fraisé vous permet vraiment d'être dans l'axe de la rampe tympanique. Et c'est vrai qu'en pratique, c'est ce que j'essaye de réaliser au mieux. Alors, pour finir, sachez qu'il faut anticiper, il faut regarder les scanners. Alors, nous avons travaillé dans le service sur cette prévision de la visibilité de la fenêtre ronde. D'abord, vous pouvez faire des reconstructions 3D avec les scanners des patients, des logiciels gratuits, Osirictorox. Cela peut vous aider. En fait, vous pouvez aussi, alors ça c'était des rochers, des rochers issus du laboratoire d'anatomie que nous avons scannés au microscan à haute résolution. C'est très pédagogique, c'est très bien pour l'enseignement, mais vous comprenez bien que ça ne marche pas pour les patients. Alors, très vite en 5 minutes, on a travaillé sur la prédiction de la visibilité de la membrane de la fenêtre ronde à partir du scanner préopératoire. C'est Dr Velaine, pour son mémoire d'ORL, qui avait réalisé ça sur une idée donc, que j'avais eue parce que je voyais que dans la littérature, vous apercevez qu'il y a énormément de critères. Donc, quand il y en a trop, c'est qu'il n'y en a aucun qui est bon. C'est toujours pareil. Alors, on avait décidé de, vous voyez, alors, ce petit film, vous avez des critères. Par exemple, la longueur et longue du nerf facial, la distance du nerf facial dans ce plan avec la membrane de la fenêtre ronde, parfois la présence d'air, le degré de couverture de la fenêtre, le parallélisme de la tour basale par rapport à la carotide. Donc, c'est très bien. Les gens réfléchissent et c'est bien, mais vous apercevez que pour fiable, ça se saurait s'il y avait un critère. Et donc, on a été intéressé pour aller plus loin. Alors, plus loin comment? Eh bien, en réalisant, hop, on va y arriver, une reconstruction tridimensionnelle avec le logiciel Oros ou Osirix. On faisait un fraisage virtuel. Alors, comme c'est des scanners quand même de patients, c'est pas des microscans, c'est un peu pixelisé, mais Yoannan repérait la fenêtre en bleu et en fait faisait un fraisage sur les coupes axiales, et ça c'est donc la reconstruction, sur les coupes axiales, il fraisait jusqu'au nerf facial. Alors, donc, il faisait une tympanotomie postérieure. Donc, cette tympanotomie, l'exposition, il y avait déjà un classement qui existait, celui du Saint Thomas. Et donc, on a fait une étude
en aveugle, c'est-à-dire que Yohanan, il prenait le scanner, il ne me disait rien, il faisait la reconstruction avant l'intervention, il disait, il estimait bonne ou mauvaise, et moi, il venait me voir après l'intervention. Donc, on a fait ça sur 25 implantations, 10 enfants et le reste adultes. Et moi, on avait des critères et on concluait à bonne, moyenne ou mauvaise, bonne ou mauvaise exposition. Eh bien, en fait, cette étude était même, bon, c'est un petit effectif, mais quand même, il y en a 25, et surtout, statistiquement, elle était forte. C'est-à-dire que quand lui, il l'estimait bonne, moi je l'avais estimée bonne 19 fois comme lui. Il n'y a qu'une fois une discordance où il avait estimé bonne et moins mauvaise. Peut-être que j'étais moins bon ce jour-là. Et quand elle était mauvaise, pour lui, elle était aussi mauvaise pour moi. Tout ça pour dire qu'il faut, je pense, s'orienter vers ce type de reconstruction, ce type de technique, de fraisage virtuel. Je pense vraiment que ça devrait intervenir dans la préparation de nos interventions. Voilà. Alors, j'ai terminé. Vous voyez donc que vous avez compris que les évolutions, les indications de l'implant cochléaire, elles évoluent. J'insiste sur l'importance de la sélection des patients, notamment post-opératoire, mais ça on le verra juste après. Pour la chirurgie, l'anatomie est complexe, mais elle s'apprend. C'est le laboratoire d'anatomie, c'est les fraisages avant tout. On connaît son anatomie, les repères, et eh bien, tout ça fait qu'on arrive ensuite à de bons résultats. Pour finir à Reims, comment ça se passe? Reims, l'implant, c'est Monsieur Chase. Monsieur Chase, vous le connaissez peut-être, spécialiste en otologie, en otoneuro. Grâce à lui, depuis 2004, nous avons pu mettre des implants. Il a aussi mis au point le dépistage de la surdité avant qu'il soit officiel. 10 ans avant Champagne-Ardenne, tous les nouveau-nés étaient dépistés. Il a créé le groupe Audition. Moi, j'ai l'honneur, vous voyez, de diriger le groupe Audition. Le groupe Audition, c'est comme la cathédrale de Reims. Vous avez l'architecte, c'est la secrétaire, Nathalie Brissot. Sans Nathalie, il n'y a plus de groupe Audition. Les piliers, c'est les orthophonistes. Vous avez compris, le bilan, ça ne sert à rien d'implanter des patients s'il n'y a pas les orthophonies dans la boucle. Les psychologues, c'est les contreforts, comme les audioprothésistes régleurs, c'est une équipe canon. Les médecins, c'est quoi? C'est comme la rosace. Vous savez, les médecins, on vient les voir, on vient voir la rosace, c'est vrai. Mais vous savez, s'il n'y a pas tout le reste de l'architecture, eh ben, il n'y a pas de rosace. Et même, vous savez, vous enlevez la rosace, la cathédrale, elle tiendra. Je vous remercie. Merci, professeur Marc Labrousse, pour cette présentation très claire, très intéressante. Mais avant de donner la parole, au docteur Ilyas Iter, je demande à l'assistance de poser vos questions dans la rubrique questions par rapport à la présentation de professeur Marc Labrousse. Donc, à vous la parole, docteur Ilyas Iter. Merci beaucoup. Donc, vous m'entendez? C'est bon? Oui, oui. Voilà. Je voudrais remercier le professeur Essak Ali, le professeur Labrousse et le professeur Mahtar pour ce webinaire, ainsi que les représentants de la compagnie cochléaire et tous les présents. Donc, ma partie, c'est une continuation évidemment de la présentation du professeur Labrousse. Voilà. Est-ce que vous voyez l'écran? Bien. Parfait. Donc, après la très belle présentation du professeur Labrousse qui a mis la barre très haut, moi, je vais commencer un peu par être romantique. Pourquoi je vais être romantique? Parce que je considère que l'implantation cochléaire, c'est comme une histoire d'amour entre le patient et l'appareil qu'il a mis. Et c'est en fait une relation qui doit durer la vie entière. Et comme l'a dit le professeur Labrousse, parfois il y a des sorties de route. Et donc, c'est les problèmes, c'est parfois les complications qu'on a. Et donc, excusez-moi,
Vous voyez la. Moi, J'ai perdu la vous m'entendez? présentation. Oui. Moi, je vous vois, mais je nous vois tous les deux. Donc, je ne sais pas si moi, j'ai changé le présentateur. Il faut peut-être que ce soit moi de le faire, alors. C'est ça? Et où, Nabaïla? Docteur Ether est présentateur pour l'instant et on voit sa première slide. Mais moi, je ne la vois pas. Comment je peux la voir? Monsieur Ether. Ah oui, voilà, c'est bon. Donc, on en était à l'histoire d'amour. Alors, on disait que il y a des problèmes. Les problèmes, c'est les complications qu'on a. Il faut faire un effort pour que cette relation dure. Donc, c'est la réhabilitation, qui est un effort en fait qui va dans la durée. Et cette relation, évidemment, va aller se projeter dans le futur et on va parler un peu du futur de l'implant cochléaire. Donc, pour reprendre un peu le flambeau au professeur Labrousse, on sait que pour avoir une implantation cochléaire réussie, il faut une bonne évaluation, une bonne préparation de la famille et du patient implanté à implanter. Il faut faire une bonne chirurgie. Et évidemment, après la chirurgie, il faut connaître une bonne programmation, une bonne réhabilitation orthophonique. La raison pour ce faire, c'est qu'il ne faut pas seulement développer une communication chez le patient implanté, mais il faut que, surtout concernant les enfants, qu'ils aient une éducation qui est finalement qu'ils soient intégrés, un, à l'école et deux, dans la société. Et ça, c'est le but ultime de l'implantation cochléaire. Ce n'est pas simplement qu'ils entendent des sons ou qu'ils développent leur langage. Maintenant, on sait que l'implantation cochléaire est l'histoire de prothèse bionique la plus réussie de l'histoire de la médecine. Mais cette implantation cochléaire a aussi un revers de médaille. Et le revers de médaille, c'est les cas difficiles à évaluer, comme l'a dit le professeur Labrousse, en équipe. Il y a les complications auxquelles il faut faire face. Donc, il ne suffit pas de savoir faire un plan, mais il faut savoir faire face aux complications chez certains patients. Et ces complications peuvent être difficiles à gérer. Et finalement, c'est évidemment un effort de suivi continu avec toute l'équipe. Donc, cette présentation est divisée en 3 parties. Je vais parler des complications. Je vais parler ensuite du suivi post-implantation et je vais terminer avec avec l'ouverture d'une fenêtre sur le futur. Concernant les complications, si on regarde le moteur de recherche PubMed, dans lequel on retrouve toutes nos publications, on voit que la communauté médicale s'intéresse aux complications de l'implantation cochléaire, parce que l'implantation cochléaire, quand même, c'est un chiffre important de patients. Et donc, on voit que le nombre de publications augmente d'année en année concernant les complications et la réimplantation cochléaire. Maintenant, le taux de complications globales a vraiment changé depuis le début des années 90, parce que l'implantation cochléaire a commencé dans les années 80. Et donc, la première étude qui a évalué le taux de complications, c'était Cohen en 1991, qui a quand même eu 39% de complications dans sa série. Et donc, c'est un taux qui est très élevé, qui est actuellement inacceptable, évidemment. Une des séries les plus récentes a montré des chiffres de 9%. Donc, entre 39 et 9%, il y a eu un changement conséquent. Maintenant, dans cette série publiée en 2019 du plus grand hôpital de l'Arabie Saoudite, on a les différentes complications. Ces complications sont divisées en complications mineures et complications majeures. Les complications mineures, d'abord, on va commencer par la définition d'une complication mineure. Il y a en fait plusieurs types de classifications qui sont relativement complexes. Et donc, on ne va pas rentrer dans le détail des différentes classifications. Elles sont plutôt faites pour les publications. Pour être plus pratique, il suffit de les diviser en complications mineures et majeures. Les complications mineures, c'est celles qui ont besoin d'un traitement médical simple ou d'une chirurgie mineure comme la pose d'un aérateur transtympanique.
alors que les complications, c'est les complications qui ont besoin d'un traitement lourd, d'une hospitalisation ou d'une réintervention comme une réimplantation. Et donc, les complications majeures, grâce à Dieu, sont des complications qui ne sont pas très fréquentes. Elles sont moins de 1% de tous les cas de complications, alors que les complications mineures sont plus fréquentes, donc de l'ordre de 9 à 10% des cas. Concernant les complications mineures, la complication qui vient en tête, c'est le sérome ou l'hématome qu'on va retrouver au niveau de la poche de l'implant du receveur stimulateur qu'on retrouve dans 21% des cas. Il y a certains patients qui vont avoir une douleur un peu plus importante que la douleur classique post-opératoire, donc dans 13% des cas. Il y a l'infection de plaie dans 11% des cas. Il y a certains patients qui vont avoir un vertige et là, c'est l'assistance aussi sur l'évaluation par VNG des patients qu'on va implanter ou en bilatéral ou pour choisir le côté d'implantation quand les côtés sont équivalents. Il y a en plus des complications qui sont mineures mais relativement simples comme la section de la corde du tympan, la perforation du tympan, la parésie faciale passagère, le saignement péropératoire qui peut être significatif et important dans le quand on perd un enfant de 1 an, il n'a pas une volémie importante et il ne faut pas laisser cet enfant saigner. Il y a enfin les stimulations faciales post-opératoires et les otites aiguës qu'on va retrouver fréquemment chez les enfants puisque c'est les récipients d'implants les plus qu'on retrouve le plus. Et concernant les complications majeures, là, il y a l'extrusion de l'implant. Il y a les mauvaises insertions du porte-électrode, donc d'où l'importance de la connaissance de l'anatomie de la fenêtre ronde pour bien insérer ce porte-électrode. Il y a les méningites qu'on va retrouver surtout dans les cas où il y a des malformations. Il y a les nécroses des lambeaux cutanés, les déplacements de l'élan et l'arrêt de fonctionnement de l'implant. Dans cette même série, on voit ici un peu dans ce tableau les complications plus fréquentes qui sont l'œdème. Donc, il faut garder un peu le bandage au moins 48 heures avant de l'enlever pour qu'il n'y ait pas de sérome, de formation de sérome ou d'hématome au niveau du receveur stimulateur. La douleur en deuxième position, les infections de plaies, les vertiges. Et on voit qu'il y a des complications intraopératoires comme la perforation du tympan qui doit être réparée directement et les saignements péropératoires. Dans cette série-là, ils n'ont pas évalué le taux dur de l'implant, mais ils l'ont noté à la fin que c'était sur 1024 cas sur une durée de 11 ans, et on va en discuter dans les qui suivent. Là, vous voyez plusieurs cas, plusieurs photos. On voit ici, par exemple, la nécrose du lambeau cutané. La nécrose du lambeau cutané est problématique parce qu'elle va découvrir la prothèse. Et donc, il faut faire attention à cette complication, surtout quand vous suivez votre patient. S'il a un aimant qui a une force, parce que les aimants, les processeurs sont numérotés par force. Et donc, si on met un aimant qui a une force un peu plus élevée que d'habitude, la peau va commencer à rougir. Et dès que vous avez une peau qui est rouge au niveau de l'antenne de l'implant, il faut tout de suite l'enlever pour reposer cette peau et changer la force de l'implant pour mettre un aimant un peu moins important. Je ne sais pas si vous avez vu beaucoup de cas d'extrusion, de cas spectaculaires. J'en ai vu des patients qui sont venus avec le receveur stimulateur collé avec de la colle sur la peau, et c'est un implant qui fonctionnait toujours avant de l'enlever. Et finalement, il y a les anciens implants en céramique de Medel et de Clarion qui étaient exposés plus à des fractures et qui ont été changés pour devenir des implants comme les implants cochléaires, donc des implants en titane avec une continuation en silicone. Concernant les facteurs de risque des complications, est-ce que tous les patients ont le même risque pour les complications? Voici une étude des Pays-Bas sur 300 cas qui a évalué un peu les facteurs de risque des patients à implanter. Et donc, ils ont montré ce qui suit.
D'abord, les cas de... Je m'excuse de vous interrompre. On ne voit pas la bonne slide. Je pense qu'on est toujours sur la slide complications majeures. Oui, Oui, voilà. Maintenant, c'est bon. Merci. vous la voyez? C'est bon? Oui, D'accord, oui. merci. Merci. Voilà, donc cette étude publiée en 2018 sur 1300 cas des Pays-Bas, dans un des grands centres des Pays-Bas, a montré que la malformation de l'oreille interne avec ou sans fuite de liquide céphalorachidien était un facteur de risque de méningite, ainsi qu'un risque de mauvais placement du porte-électrode, évidemment. Les terrains morbides, donc ceux qui ont des facteurs de risque d'athérosclérose, de diabète par exemple, et les otites chroniques étaient des potentiels d'infection de plaies sans différence vraiment statistique. C'était un potentiel, donc il n'y avait pas de différence statistiquement significative. L'absence de vaccination, donc le professeur Labrousse en a parlé sur l'importance de la vaccination anti-pneumocoque. En fait, l'absence de vaccination anti-pneumocoque en pré-op est un risque d'infection post-opératoire. Ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, les patients qui sont infectés en post-opératoire ne sont pas infectés avec le pneumocoque. Donc, ça laisse un peu perplexe comme facteur de risque. Les pétrosectomies subtotales, donc des chirurgies qui sont un peu plus élargies, ou la prise d'anticoagulants, évidemment, pose le risque d'hématome chez ces patients-là. Et finalement, il faut dire que là, on est en train de faire des chirurgies avec des incisions minimales, on est en train de donner une antibioprophylaxie parce qu'on est en train de passer un implant, mais en fait, ces facteurs n'influencent pas le taux d'infection de plaies selon la série de Nijmegen. Maintenant, concernant les pannes de l'implant, les pannes de l'implant sont un problème puisqu'on est en train de placer finalement un appareil électronique. Et donc, les appareils électroniques, à un moment donné, sont exposés évidemment à des pannes. Donc, comment évaluer ces pannes? En 2005, la consensus européen sur la façon de porter ces pannes. Et on a dit qu'il y avait deux types, on a voulu décrire deux types de pannes. Il y a les hard failures et les soft failures. Les hard failures, c'est la panne de l'implant. Donc, on a un patient qui vient, son implant ne fonctionne pas. On va l'évaluer, on va évaluer un peu l'intégrité, l'impédance des électrodes et on va voir qu'en fait, l'implant ne fonctionne pas. Et donc là, c'est une sortie des spécifications de la compagnie, il faut le changer. Là, c'est une panne classique. Maintenant, il y a des pannes qui sont plus difficiles à systématiser et ça, c'était l'intérêt en fait de ce consensus. C'est les soft failures, pannes dans lesquelles on fait une évaluation de l'implant et l'implant est en fait dans les spécifications de la compagnie. Il y a une bonne impédance, mais ces patients ont une régression de leur performance auditive sans qu'il y ait la panne prouvée de l'implant. C'est des patients qui se plaignent d'acouphènes, qui ont des stimulations faciales ou qui ont comme des fuites de courant avec des chocs électriques qu'ils sentent au niveau de l'oreille. Et donc, c'est des cas où on va changer l'implant. Et on va dire que c'est des soft failures. Il y a aussi le cas inverse où, par exemple, un électrode qui ne fonctionne plus avec des impédances donc des circuits ouverts et fonctionne toujours. Et donc, dans ces cas-là, ce n'est pas un problème de garder l'implant tant que la performance des patients est toujours bonne. Voici une étude très intéressante. Elle est publiée en 2007, donc elle date de 13 ans, 14 ans. Mais en fait, elle est intéressante parce qu'elle elle donne un peu une idée générale sur les pannes d'implants au niveau de l'Europe. Et donc, c'est une étude qui a pris 32 centres, dont 27 centres ont répondu, ils ont donné donc leur chiffre de panne d'implants sur 12 856 implants. Quand même, c'est un chiffre qui est très significatif. Et sur ce chiffre-là, donc sur les 12 800 implants, il y avait 488 implants qui étaient tombés en panne. Donc, ils avaient un taux de 3,79% de panne. Donc, ce n'est pas un chiffre qui est énorme quand même. Une diapo intéressante, c'est quand on compare un peu quand on comparait un peu
les différentes compagnies, différentes marques d'implants, la compagnie cochléaire et MXM avaient des taux de panne qui étaient beaucoup moins élevés Advanced Bionics et Medel. Mais il faut savoir que c'est une étude qui date quand même de 13-14 ans et donc c'était les années de gloire de l'implant Fried de cochléaire. Et donc, il y avait quand même une différence à ce moment-là significative sur 12 800 implants et donc c'est intéressant de signer quand même. Maintenant, voici une étude, une systematic review avec la série donc des auteurs en même temps qui montre que ils avaient un taux de panne de 5,9% avec la panne de l'implant comme étant la cause principale donc, de problèmes dans 53% des cas, alors que la diminution de performance, donc les soft failures, étaient présentes dans 34% des cas et 4 raisons médicales, donc plutôt des infections de plaies ou d'infections de l'implant qui ont nécessité donc une réimplantation. Ils n'ont pas trouvé de différence significative dans la durée entre l'implantation et la panne, que ce soit un homme ou une femme, ou entre la marque d'implant dans cette série-là. Et quand ils ont fait leur revue systématique de la littérature, ils ont trouvé que dans la plupart des articles, le taux global était de 5,5% de panne. Donc ça, c'est un chiffre qu'il faut communiquer aux patients. Il faut dire aux patients que sur une temps, donc sur une dizaine d'années, le risque que votre implant tombe en panne et qu'il soit changé est de 5,5%. Donc c'est un chiffre qui est relativement acceptable. Et donc, concernant cette revue de la littérature, la cause principale de changement d'implant est la panne de l'implant lui-même, donc dans 4% des cas. Puis les infections et les autres problèmes médicaux viennent en deuxième lieu, donc dans 33% des cas. Puis la diminution de performance, là, vient en troisième lieu, donc les soft failures viennent en troisième lieu avec 20% des cas. Pour en finir un petit peu avec les failures ou les pannes, il faut dire que de façon uniforme, la grande majorité des articles qui rapportent les résultats après réimplantation cochléaire montrent que les résultats comparés aux résultats préopératoires sont de bons résultats et parfois ils sont aussi meilleurs. Pourquoi? Parce que les implants qui sont mis en place, c'est des implants qui sont plus avancés de point de vue technologique et on peut avoir même d'une pierre deux coups, donc changer un implant défectueux et en même temps mettre un implant qui est plus récent. Donc, pour finaliser un peu la partie concernant l'application, n'oubliez jamais que quand vous êtes en train d'opérer un nourrisson, et notre but, c'est toujours d'implanter le nourrisson à l'âge de 1 an ou un peu moins avant 1 an, il faut éviter que ce nourrisson saigne. Donc, il faut faire attention aux veines, surtout parce que c'est les veines qui vont saigner, la veine émissaire, le sinus sigmoïde. Il y a aussi, quand on est en train de faire la poche pour mettre le sonore stimulateur, il y a la suture lambdoïde qui peut saigner parfois. Donc, faites attention, surtout si vous décidez de mettre un implant bilatéral en même temps. Donc là, il faut faire attention à ne pas faire saigner le nourrisson. Concernant les complications qui surviennent en péropératoire, il faut y faire attention. C'est bien de mettre le NIM, le stimulateur, pour voir un peu le nerf facial et faire attention à la section du nerf facial si c'est une complication qui arrive très rarement. Il faut le dire, il faut le réparer directement. Et si vous avez une perforation tympan, il faut aussi la réparer directement. Moi, ce que je fais, donc, je mets un peu de bétadine dans le conduit que je garde. Et donc, si on est en train de travailler aussi, moi, je suis en train de travailler et je vois la bétadine tomber dans l'oreille moyenne, je sais qu'il y a eu une perforation. Mais c'est aussi une complication qui survient rarement. Finalement, quand on a une infection, vous savez, on implante un enfant à l'âge de 1 an. Ça, c'est notre but, évidemment. Et c'est des enfants qui sont sujets à des otites moyennes aiguës. Il ne faut pas dire aux parents, oui, on va attendre 48 heures comme on le fait d'habitude selon le consensus sur les otites. À chaque fois qu'il y a une otite moyenne aiguë, il faut la traiter de façon agressive parce que c'est une infection avec à côté un corps étranger. Et on ne veut pas qu'il y ait la formation de biofilm et que l'infection
prennent sur l'implant cochléaire. Évidemment, avant de se faire implanter, il faut finalement stresser sur l'importance de la vaccination anti-pneumocoque et anti-hémophilus influenza type B. Maintenant, on va passer à la réhabilitation et au suivi. Là, et comme le professeur Labrousse l'a bien exprimé et il a stressé dessus, c'est un travail d'équipe. L'équipe est présente en préopératoire et présente en post-opératoire aussi. Donc, c'est important de préparer la famille et le patient en préopératoire pour prendre la balle au bon, si on veut dire, en post-opératoire. Et donc, cette implantation doit avoir lieu dans un centre qui a les audiologistes, les audioprothésistes, les psychologues et les orthophonistes qui sont habitués aux patients qui ont une surdité et qui vont avoir un implant cochléaire. Il faut qu'il y ait donc une évaluation du patient et de la famille en même temps parce que la famille joue un rôle très important dans la stimulation de l'enfant et dans le suivi de ces enfants-là. Et finalement, il faut qu'il y ait un système éducatif qui peut intégrer ces patients-là avec déficit auditif. Maintenant, pour commencer avec la programmation de l'implant, donc évidemment, dans la majorité des centres, l'activation se fait après 3 ou 4 semaines. Il y a très peu de centres dans le monde qui essaient d'activer les implants directement en post-opératoire le lendemain ou le surlendemain, mais je pense que ce n'est pas une bonne idée et qu'il faut attendre que les lambeaux perdent un peu de leur œdème et qu'ils soient en voie de cicatrisation avant de mettre dessus une pression qui vient des aimants. Et donc, il faut faire une évaluation psychoacoustique chez l'adulte, donc faire les réglages des paramètres électriques T et C. Il faut mesurer la rangée de dynamique donc, entre le seuil de perception et le seuil d'inconfort pour équilibrer un peu la stimulation des électrodes et mettre l'algorithme qui est prédéfini pour harmoniser le signal sonore qui va être introduit dans le processeur de l'implant. Et à la fin de cette programmation, on fait une évaluation. L'audiologiste fera une petite évaluation auditive primitive pour un peu discerner l'intensité, voir si le patient, l'adulte, est en train de discerner entre les différentes intensités, les différentes fréquences entre les consonnes et les voyelles. Chez les enfants, les choses sont un peu plus difficiles. Donc, puisqu'on ne va pas avoir d'évaluation psychoacoustique au début, on va se baser sur les paramètres du bloc opératoire quand on fait les NRT. Et donc, ces NRT vont permettre de mettre au point la stimulation initiale qui sera, avec le temps, plus l'enfant grandira, sera changé en évaluation psychoacoustique. Un point qui actuellement est de mise, c'est la télémédecine. La télémédecine en temps de la Covid est important. Il n'est pas important seulement en temps d'épidémie virale, il est aussi important parce que principalement les centres implanteurs, les centres importants donc d'implantation vont avoir des patients qui vont venir de loin. Et puisque ces patients viennent de loin, c'est pas une bonne idée de les faire revenir tout le temps. Certains ne viendront plus. Et donc, le fait de recourir à la télémédecine, d'avoir un centre local auquel on peut avoir recours pour faire une programmation à distance qui inclut les paramètres de l'implant avec un contact vidéo avec le patient ou avec la famille de l'enfant, qu'il y ait une adaptation du programme de stimulation et qu'il y ait une évaluation de l'état de l'implant. Tout ça peut se faire en télémédecine et si on a le luxe ou le pouvoir de l'implanter dans le centre d'implantation, la télémédecine est à faire vraiment. Finalement, concernant la programmation, il y a un plan des visites. Donc, le plan des visites est le suivant. L'audiologiste qui s'occupe de la programmation de l'implant va être présent durant l'opération pour mesurer donc les NRT ou les Neural Response Telemetry. Il sera lui-même responsable de l'activation de l'implant à 1 mois. Ensuite, il y aura une reprogrammation 1 mois plus tard, puis chaque 3 mois durant la première année, puis chaque 6 mois dans les années qui suivent. Maintenant, cette cadence de chaque 6 mois peut être éloignée, donc chaque 1 an, ou peut être resserrée chaque 3 mois, dépendamment des facteurs suivants.
Si l'enfant est en train de progresser de façon correcte, on peut éloigner un petit peu la cadence de suivi de programmation parce que il faut que l'enfant vienne avec sa famille au centre implanteur. Et si le centre implanteur est loin, c'est problématique. En plus, actuellement, avec le nombre qui augmente d'implantations, les centres sont en train un peu d'étouffer avec le nombre de patients qu'ils ont. Donc, plus on donne de l'autonomie à ces patients, plus on donne plus de pouvoir à l'orthophoniste qui peut faire aussi des réglages à distance, c'est une bonne chose. Et donc, si l'enfant progresse, s'il arrive à évaluer son audition ou si la personne, donc les parents, sont capables de prendre en charge un peu l'implant, là, on peut diminuer un peu la cadence des visites pour la programmation. Maintenant, quelques conseils, et ces conseils viennent des Practice Guidelines de l'Académie américaine d'audiologie. Voici les conseils que cette académie donne aux audiologistes. Un, il faut s'assurer quand le patient vient que le matériel qu'il a est intact. Deux, il faut faire toujours des mesures de télémétrie et d'impédance-métrie. Il faut changer les niveaux de stimulation. Donc, évidemment, quand on commence avec des stimulations qui sont soft, qui sont basses, un peu plus basses pour permettre à l'enfant de s'habituer et même à l'adulte de s'habituer à la nouvelle stimulation électrique. Donc, durant la première année, on va monter en puissance petit à petit. Il faut évaluer le niveau optimal de stimulation pour qu'il y ait une bonne évaluation psychoacoustique, donc voir la réaction du patient. Il faut changer la programmation des électrodes si nécessaire. Et faire attention, donc si une électrode est déficiente ou défectueuse, il faut l'arrêter parce qu'elle va faire perdre du courant, donc, et donc la batterie ne va pas résister autant. Il faut faire l'évaluation auditive, discuter de la nécessité du soutien auditif. Le soutien auditif est important, donc ce qu'on appelle les Assistive Listening Devices. Donc il y a un microphone, par exemple, à la maîtresse, qu'on met au cou de la maîtresse en classe. Ça permet d'améliorer le support auditif chez les enfants implantés et il faut connecter les parents avec des groupes de support pour résoudre des problèmes, pour que ces parents ne reviennent pas toujours consulter le centre d'implantation qui va être engorgé de patients quand les nombres augmentent de façon continue. Concernant l'évaluation audiologique, évidemment, il faut faire une audiométrie ou classique ou une VRA pour les enfants. Il faut, après avoir eu des seuils de détection du son, il faut faire l'évaluation du langage, donc d'abord avec la détection des phonèmes, puis de plus en plus compliqué. Et il faut suivre l'évolution des résultats audiologiques de cet enfant pour voir si l'enfant est en train de progresser, donc s'il est bien pris en charge par l'orthophoniste, s'il est bien pris en charge dans l'école dans laquelle il est intégré, et surtout pour voir s'il y a des soft failures. Donc, s'il y a une cassure de la progression chez cet enfant-là, il faut le signaler et voir qu'est-ce qu'il faut faire avec cet implant-là. Maintenant, concernant l'orthophonie, le plan des séances est un peu différent du programme des audiologistes. Donc, il faut qu'il y ait 2 séances de réhabilitation par semaine, classiquement, et il faut que l'orthophoniste puisse communiquer, avec le centre implanteur et donner un peu des bilans réguliers sur la progression de l'enfant. Et il faut qu'elle communique aussi avec les enseignants de l'école où le patient est intégré pour qu'il y ait un bridging, ce qu'on appelle donc une continuité du soin entre ces différents acteurs donc, de la réhabilitation de l'enfant implanté. Comme principe, donc, on revient un peu à l'Académie américaine d'audiologie. Les principes de réhabilitation sont les suivants. Pour finir un peu avec la réhabilitation, d'abord, il faut offrir le matériel d'assistance auditive. Actuellement, on sait que les enfants qui ont recours au matériel d'assistance auditive en classe ont des résultats qui sont de loin meilleurs que ceux qui sont en classe avec l'écho en classe, avec tous les enfants qui parlent en même temps
donc une situation difficile d'audition. Donc, elle change dramatiquement si la maîtresse met, par exemple, un microphone autour du cou. Il faut que les fréquences des visites varient selon les besoins individuels du patient implanté. Donc, plus le patient est indépendant, moins il aura besoin de faire des visites. Plus il a des problèmes, plus il faut essayer de voir avec lui où se trouve le problème. Est-ce qu'il est au niveau de l'implant? Est-ce qu'il est au niveau de l'orthophonie? Est-ce que les parents ne sont pas en train de faire leur travail de stimulation continue? L'approche doit être holistique. Donc, on l'a dit, il faut qu'il y ait le centre implanteur, l'orthophoniste, le centre d'éducation et un support psychologique si le cas le mérite. Il faut toujours incriminer la famille dans la réhabilitation. C'est pas que la famille envoie l'enfant chez l'orthophoniste et l'envoie à l'école et c'est fini. Il faut que la famille soit à la maison en train de stimuler cet enfant de point de vue oral et auditif pour qu'il y ait de bons résultats et c'est la famille qui va en fait être responsable de la coordination entre les différents spécialistes du domaine. Les meilleurs résultats sont obtenus quand on s'assure qu'il y a une communication orale chez cet enfant, qu'on n'a pas de langage des signes qui est incriminé dans la réhabilitation de ces enfants-là. Il faut savoir que, par exemple, parfois on va implanter des enfants qui ont des problèmes cognitifs autres. Et ces enfants-là ne vont pas développer un langage, mais c'est des enfants qui ont une évaluation différente parce que c'est des enfants qu'on va évaluer dépendamment de la communication avec leurs parents. Donc, s'ils sont réactifs, ça suffit, n'est-ce pas? Ce n'est pas important pour ces patients-là de développer un langage. Et finalement, à chaque fois qu'on a la possibilité de faire une réhabilitation bilatérale, celle-ci doit être considérée pour tout patient qui est implanté ou qui va être implanté. Maintenant, on va terminer un peu avec le futur des implants. Qu'est-ce qui est en train d'être cuisiné? Donc, concernant les implants, d'abord, il faut savoir quelles sont les limites actuelles de l'implant cochléaire. L'implant cochléaire, actuellement, s'est développé au niveau de son processeur surtout. Il y a eu des joint ventures, ce qu'on appelle, entre les compagnies d'implants et les compagnies de prothèses auditives qui sont très avancées en termes d'analyse de signal, en termes de connectivité, de batterie. Et donc, les nouveaux processeurs ont bénéficié de ces avancées-là. Et c'est une bonne chose. Le problème, c'est qu'on a toujours, au niveau du porte-électrode, un nombre limité de stimulation qui est limité à 6 ou 8 canaux. Et donc, quel que soit le processeur, quelle que soit la méthode de codage, il y a une limitation physique au progrès donc, de l'implant et celle-ci doit être adressée. Le but étant d'approcher le plus possible cette prothèse bionique au modèle qui est physiologique. Donc, il faut améliorer, la stimulation au niveau de l'interface entre l'électrode et le neurone, donc dans le ganglion spiral. Il faut qu'il y ait essayé de faire une régénération des cellules auditives dans les portes électrodes qui sont drug-eluting electrodes. Il faut qu'il y ait une meilleure utilisation de l'information, donc des stratégies de codage qui sont plus avancées. Concernant l'amélioration de l'interface entre l'électrode et le neurone, d'abord, et c'est une question qui est travaillée depuis des années, qui concerne le positionnement du porte-électrode. Donc, vous avez vu durant la chirurgie du professeur Labrousse qu'il est en train de mettre un implant qui est un modular hugging electrode, donc une électrode qui va venir et s'agripper au modulus, donc pour s'approcher le plus des neurones, pour donner un maximum de signal avec un minimum d'énergie électrique. D'accord? Actuellement, on s'est un peu éloigné de cette stratégie-là et le professeur Labrousse l'a dit, donc il utilise maintenant des portes-électrodes qui sont plus souples, disons, mais en fait, ces électrodes qui sont plus souples sont un peu plus droites. Donc, ce qu'on a besoin, c'est en fait essayer de faire rentrer une électrode qui soit droite et qui va se courber
Une fois qu'elle soit rentrée, par exemple, si on intègre dedans du nitinol, le nitinol est un métal qui va changer de forme quand il est en contact avec de la chaleur. Et donc, ça, c'est une des possibilités pour qu'il y ait un rapprochement du porte-électrode au modulus. Il faut qu'il y ait une amélioration et une miniaturisation des électrodes pour pouvoir intégrer plus d'électrodes dans le porte-électrode. Il faut essayer de faire une croissance des dendrites par induction biologique, donc des facteurs de croissance qui doivent être mis dans le porte-électrode pour améliorer un peu la qualité des dendrites des neurones. Les électrodes bio-hybrides, donc on peut coller des cellules souches sur les portes électrodes et ces cellules souches vont développer les cellules ciliées s'il en reste dans la cochlée. Et on peut introduire des nanoparticules. Vous savez qu'actuellement, la nanoscience est en plein développement et cela pour soutenir les cellules ciliées qui sont restantes. Concernant la stratégie de codage, il est important de changer de stratégie de codage, mais actuellement, la stratégie de codage a un problème avec le nombre de canaux qu'elle stimule. Donc, plus on a de canaux à stimuler, plus on pourra jouer sur des stratégies de codage qui s'approchent plus de la physiologie, donc du signal sonore. Voici par exemple un implant qui a été… Oui. Je m'excuse de vous interrompre. Il nous reste que 5 petites minutes pour la présentation et je souhaiterais profiter de ces 5 minutes pour connaître votre expérience avec l'adulte et l'implant cochléaire, si c'est possible, au Liban. Si vous pouvez partager avec nous votre expérience. Oui, sûrement. Il y a encore 2 diapos. Vous voulez que je les passe ou c'est bon? Comme vous… Oui, vous continuez. Vous continuez. Voilà. Donc dommage. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est juste pour dire qu'il y a actuellement un travail pour changer de stimulation, donc de passer de la stimulation électrique à la stimulation au laser ou la stimulation optique. Donc, la stimulation laser pour entraîner un changement thermique au niveau des cellules nerveuses et un changement au niveau en même temps, en incluant des pigments dans ces cellules qui vont être génétiquement modifiés pour pouvoir faire passer donc des impulsions à énergie optique qui en fait vont stimuler de façon beaucoup plus intéressante parce que beaucoup plus rapide et beaucoup plus précise au niveau de la tonotopie cochléaire. Merci beaucoup, docteur Elias Iter. Et rapidement, on va donner la parole à Myriam Alaoui pour nous parler des avancées techniques. Mais brièvement, Myriam Alaoui. Merci. Bonsoir à tous. Est-ce que vous arrivez à voir mes slides? Oui. Bonsoir, je remercie professeur Mehtar de m'avoir donné la parole. Je tiens aussi à remercier professeur Skhli ainsi que tous les membres de la SMORL et de Soma Médical pour l'organisation de ce webinaire et pour leur intérêt à notre thème d'aujourd'hui qui est l'implant cochléaire chez l'adulte. Je tiens aussi à remercier professeur Labrousse et docteur Eter d'avoir accepté notre invitation. Et pour commencer, je vous invite à voir cette vidéo qui concerne les adultes implantés. I remember the day the music returned. And the laughter.
making new friends. And when she heard my voice for the first time, it was the moment I realized there was something that would bring sound to my world. Made possible by world-class technology. Started by one man's vision to bring sound back to his deaf father. Today it's a brand people trust. Promising a lifetime of support. That's what makes me confident about her future. And why I feel connected. Focused on life. Because now I can hear. Avant de vous présenter plusieurs chiffres clés barrières de l'implant cochléaire au niveau mondial, permettez-moi d'abord de me présenter brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sales Representative de Cochlear au Maroc et ma mission consiste à veiller sur le développement de la marque au niveau national et la coordination entre différents partenaires pour mieux vous servir et servir les patients marocains. Je suis passionnée par la recherche scientifique, le secteur de la santé et les nouvelles technologies. J'ai un MBA de l'University of Miami en Floride aux États-Unis et un bachelor en Business Administration. Et j'ai plus de 15 ans d'expérience en secteur de dispositifs médicaux et en nouvelles technologies. Et à titre personnel, je suis maman de 2 enfants et je suis très fière de pouvoir conjuguer mon travail et ma passion qui est d'aider les personnes à entendre et à être entendues et de participer indirectement au bien-être de notre société. Notre mission chez Cochlear consiste à aider les gens à entendre et à être entendus. Nous donnons aux gens les moyens d'établir des liens avec d'autres personnes et de mener une vie épanouie. Nous aidons à transformer la façon dont les gens comprennent et traitent la perte auditive. Et nous innovons en mettant sur le marché une gamme de solutions auditives implantables qui offrent des résultats auditifs pour toute la vie. Cochlear est une entreprise australienne qui emploie plus de 4000 personnes et qui est présente dans plus de 100 pays dans le monde. Et à ce jour, il y a plus de 600 000 patients qui ont été implantés avec un de nos produits, ce qui représente 6 sur 10 à l'échelle mondiale. Cochlear commercialise 3 types de gamme de produits. Les implants cochléaires à hauteur de 61%, les services à hauteur de 29% et la partie acoustique qui est Baha à hauteur de 10%. Enfin, Cochlear investit plus de 180 millions de dollars en research and development chaque année. Et à votre avis, en 2050, quel sera le nombre de personnes présentant une déficience auditive invalidante dans le monde, selon l'OMS? La perte auditive invalidante est très répandue et en augmentation. Elle devrait passer de 466 millions de personnes en 2018 à 930 millions en 2050. Savez-vous que la tranche d'âge des adultes du Maghreb de plus de 60 ans est de 12% selon l'OMS, ce qui nous place en premier rang dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord comparé aux autres pays du Golfe et du Mashrek, selon les statistiques de l'OMS.
Et en 2030, quel sera le coût annuel global d'une perte auditive invalidante à la société, selon le rapport OMS? En fait, ce coût annuel va passer de 749 millions de dollars en 2017 à 1532 millions de dollars en 2030. Et en fait, c'est un coût qui dépasse de loin les autres maladies cardiovasculaires, le diabète et le cancer, comme vous voyez. La perte de l'audition est aussi le plus grand facteur de risque modifiable de la démence, une épidémie mondiale qui entraîne l'invalidité et la dépendance des personnes qui en souffrent, selon la célèbre revue Lancet en 2017. Malgré que l'implant cochléaire soit une bonne solution pour les adultes, il existe différents obstacles d'accès aux implants. Parmi ces obstacles, nous citons la faible sensibilisation due à l'apparition progressive et subtile de la perte auditive, la stigmatisation sociale et mauvaise compréhension des risques, la perte auditive non médicalisée associée à un signe de vieillissement normal ou autre, et la priorisation d'autres problèmes de santé qui nécessitent une attention plus urgente. Enfin, cette semaine, et plus précisément le 3 mars, nous célébrons la Journée mondiale de l'audition et la publication du tout premier rapport mondial sur l'audition de l'OMS. Nous soutenons l'appel à l'action de l'OMS pour que les gouvernements et les sociétés donnent la priorité aux soins auditifs et aux soins de l'oreille. Et pour la bonne prise en charge de la surdité invalidante chez l'adulte, l'OMS fournit des orientations sur les mesures à prendre pour améliorer les connaissances et l'accès aux soins auditifs, notamment par le biais des systèmes de soins de santé primaires. Et dans le cadre des solutions que nous proposons, nous aimerions vous parler aujourd'hui de la Smart Hearing Alliance de Cochlear et de ReSound, qui est un engagement commun à offrir des performances auditives et une expérience utilisateur supérieure. Une solution intégrée supérieure pour le streaming binaural direct et qui ouvre la voie à la collaboration en matière de produits et de technologies. La Smart Hearing Alliance a apporté la première solution de streaming bimodal de l'industrie de l'audition implantable avec des accessoires True Wireless qui sont compatibles avec les produits Apple et les produits Android. Enfin, les bénéficiaires cochléaires ont accès à une gamme complète d'appareils auditifs ReSound pour une connectivité totale et un véritable streaming binaural. Le passage au bimodal représente une amélioration nette des performances auditives qui passe selon une étude récente de 28% à 75%, grâce à une localisation du son, une meilleure localisation du son, une perception de la parole dans le calme, meilleure perception de la parole dans le bruit, meilleure qualité de son, meilleur fonctionnement dans les environnements réels, meilleure qualité de vie et une perception de musique qui est nettement supérieure. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame Mariam Alaoui. Et rapidement, donc, on va donner la parole à l'assistance. Pour Professeur Marc Labrousse, j'ai une question et un commentaire de la part de Professeur Fouad Ben Ariba, qui est le chef de service d'ORL de l'hôpital militaire de Rabat. La question est la suivante. Quels sont vos résultats chez l'adulte par rapport à l'enfant? Et on commence par la question. Oui, alors c'est très vaste, mais j'ai envie de dire quand même que les enfants, comme l'a dit mon collègue le docteur Ether, on les prend tôt, il faut les prendre à 1 an, et hors handicap associé, voire handicap qui peut apparaître, parce qu'il y a aussi ce risque-là, comme des connexines par exemple, ça donnera de bons à très bons résultats et une insertion scolaire normale, une insertion scolaire, une scolarité. Nous, on avait fait, beaucoup de centres ont fait ça aussi, on avait fait une étude sur le devenir des enfants implantés cochléaires. Les connexines, ils sont à niveau des autres. Voilà. Donc, c'est après les adultes, eh bien, les résultats sont très divers. Hein, là, je vous citais un cas qui était plutôt pas mauvais, mais c'est vrai qu'il y a des… Et alors, moi, je ne suis pas rentré dans les détails, mais tout le problème des résultats, c'est que c'est la question centrale. On n'a pas encore des critères, peut-être que ça viendra avec l'IRM fonctionnel,
Il y a des équipes qui travaillent dessus. Il y a déjà des choses qui sont sorties, mais c'est quand même très divers. Voilà. Mais les autospongios, c'est un bon résultat. Les ménières, c'est un bon résultat. Les neuropathies auditives, forcément, ça marche pas très bien. Ça peut marcher, mais pas aussi bien. Donc, vraiment, les fractures de rocher, on les implante très vite. Très bon résultat. Voilà. Qu'est-ce qu'on pense, monsieur, enfin, le docteur Ether? Je pense que je suis tout à fait d'accord. Donc, dans le sens où actuellement, quand même, on a un peu de facteurs pronostiques. Par exemple, si on a un adulte qui a une surdité de plus que 20 ans, on sait que c'est un cas qui ne va pas avoir un bon résultat. Plus l'implantation se fait après le développement de la surdité, mieux on a un résultat. Plus on a une calcification intracochléaire, moins on va avoir un bon résultat, donc comme les cas de méningite par exemple. D'habitude, quand on est en train de discuter ces cas-là avec les collègues et avec le patient, on peut donner à notre patient une idée de son pronostic. Par exemple, si vous avez un enfant qui a dépassé les 6 ou 7 ans, on sait qu'il va avoir relativement un résultat qui est mauvais ou très limité, disons, dans le développement de la parole ou dans l'intégration. Et donc, ça, c'est un sujet qui doit être vraiment discuté avec le récipient de l'implant avant de se faire. Parce qu'on a une idée actuellement, avec le recul de 30 ans d'implantation, des cas qui vont relativement être bons et les autres qui ne vont pas être aussi bons, comme l'a dit le professeur Labrousse. D'où l'importance du dépistage de l'audition à la naissance. Et comment? Absolument. Absolument. Oui, j'ai une autre question pour Dr Elias par rapport j'ai une question de Marius Claude Platin et qui se demande par rapport à la durée de fonctionnement d'un implant cochléaire. Voilà, l'implant, quand on le place, je l'ai dit, c'est l'histoire d'amour, donc il est supposé durer une vie. Et le chiffre qu'on a, c'est en 10 ans, on va changer entre 5 et 6% des implants qu'on a mis. Donc ça, c'est les chiffres qu'on connaît et qu'il faut communiquer aux patients. L'idée est que le processeur va être changé beaucoup plus fréquemment, donc chaque 5 à 7 ans. Et c'est le processeur qui va porter avec lui les avancées technologiques. Et ce processeur va être toujours compatible avec l'implant qui a été mis il y a 15 ans ou 20 ans. Et donc, c'est comme ça que ça se passe. Une autre question par rapport, est-ce qu'il y a des complications spécifiques à l'implantation cochléaire chez l'adulte? Des complications spécifiques. Ce que je peux dire, c'est qu'il faut, par exemple, les cas d'autospongiose, il faut faire attention parce que quand il y a une autospongiose péricochléaire et quand il y a une ossification, parfois on perd les beaux repères que le professeur Labrousse a indiqués. Quand on a une fracture avec parfois une fibrose dans la cochlée, il faut se préparer avec un implant qui est relativement rigide, comme le Advanced Off-Stylet implant. Et donc, il faut se préparer aux cas difficiles. Par exemple, un relâche de la cochlée dans les cas de méningite avec une double électrode, par exemple. Voilà. Pardon, professeur Marc Labrousse, est-ce que vous avez des cas d'acouphènes invalidants dans votre série après implantation cochléaire chez l'adulte? Alors, nous, dans notre centre, on n'en a pas parce que l'indication n'est parue qu'il y a un mois, l'indication officielle en France. Et par contre, il y a eu quelques centres français, il y a 3-4 ans, qui ont fait partie justement d'une étude menée par le ministère, qui ont eu le droit d'implanter. Et eux, ils en ont forcément, puisque le ministère, avec l'étude, a autorisé. C'était déjà fait de toute façon dans les autres pays. Mais moi, je respecte j'en ai des patients, je vais leur proposer, mais non, pour le coup, moi, je n'ai pas d'expérience pratique puisque
Je respectais les indications. Mais les études sont très... je pense qu'effectivement, il faut le faire. C'est une très bonne indication. Et dans les autres pays le font. Alors, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas sur les acouphènes français. Apparemment, il n'y a pas... Est-ce que je peux poser une question parce que je n'ai pas la main pour... quel est l'intervalle où vous implantez chez l'adulte après les fractures du rocher? Quand est-ce que vous posez l'indication? À combien de temps par rapport au traumatisme? J'ai envie de dire au plus vite. Et là. Alors, en plus, c'est quand même des traumas assez importants. Donc, déjà, ils passent au SAMU chez nous. Souvent, ils sont intubés. Pas toujours, mais quand même. Et voilà. Mais le problème, c'est que vous en avez dans les centres hospitaliers non universitaires de Champagne-Ardenne et vous les voyez. Je ris, mais 3 mois après, ils viennent en consultation, cophotique. Il y en avait quelques-uns. Et il y en avait un, il avait déjà de la fibrose. Donc, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Et sur le plan chirurgical, il est évident qu'au niveau du fraisage de la mastoïde, c'est beaucoup moins rapide que chez l'enfant parce que la mastoïde chez l'adulte est plus ou moins éburnée, entre guillemets. Est-ce qu'il vous est arrivé d'implanter des adultes dans le cadre des surdités professionnelles? Professionnelles? Oh, oui. Oui. Oui, bien sûr. Mais là, enfin oui, c'est des professionnels. Mais souvent, les professionnels, elles vont à 60-70 dB, et puis se rajoute la presbyacousie. Tout ça. Oui. Il n'y a pas de COFO, ou alors c'est des explosions, c'est dans des usines. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Monsieur Ether, enfin docteur Ether. Oui, sincèrement, je n'ai pas beaucoup vu parce que, comme vous l'avez dit, à un moment donné, ils s'arrêtent de progresser les surdités professionnelles. Et donc, d'habitude, c'est des patients qui sont appareillés. Mais bon, si c'est des soldats, et surtout les soldats qui viennent avec des oreilles qui sont en mauvais état, et là, oui, il faut les implanter. Ce pas des patients qui viennent avec des surdités qui sont très anciennes et donc ils doivent avoir de bons résultats. Pardon, docteur Iter, l'orthophonie chez l'adulte, il ne pose aucun problème par rapport à l'enfant? Il ne pose aucun problème. Oui, est-ce qu'il y a des c'est un peu différent de l'orthophonie chez l'adulte? Voilà, quand l'adulte est sourd depuis un bon bout de temps, et ça veut dire que les adultes ne sont pas égaux devant l'implant cochléaire. Il y a des adultes qui vont avoir des difficultés à démarrer avec l'implant, même s'ils ont une surdité postlinguale, parce que le ganglion spiral est devenu un peu pauvre en neurones et donc le stimulus ou les stimuli sont relativement pauvres et donc il va avoir besoin de plusieurs séances d'orthophonie. D'autres 2-3 séances et ça démarre. Donc d'habitude, c'est pas des candidats qui ont besoin d'un soutien lourd en orthophonie, mais tous les patients adultes sont envoyés en orthophonie pour un peu se mettre dans la dynamique de l'audition électrique. Alors que les enfants, évidemment, ils vont avoir un suivi très très long avec l'orthophoniste. Très bien, il n'y a plus de questions de l'assistance. Donc, une autre fois, je tiens à remercier professeur Marc Labrousse pour sa participation, pour son animation de ce webinaire, docteur Ilyas Iter et madame Mariam Alaoui. Donc, et remercier l'assistance pour sa présence très active. À la prochaine. Donc, je donne la parole au professeur Srali. Oui, professeur Srali. Moi, il ne me reste qu'à
remercier tous les intervenants, professeur Mehta, professeur Marc Labrousse, docteur Elie Eter et madame Alaoui et toute l'équipe Cochléa. Ceci dit, espérons que on vous reçoive rapidement au Maroc dès lors que cette pandémie disparaisse avec tout l'espoir du monde, quoi. Merci beaucoup, c'était très instructif, très intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci à vous. Merci. Heureux d'avoir fait votre connaissance. Moi aussi. J'espère qu'on se verra prochainement en France. Volontiers, volontiers. Et puis le Liban et la France quand même. Donc, Oui. quand même. Mais là,